Si jamais vous avez des problèmes de connexion, de son ou autre chose, vous pouvez assister aussi à travers notre page Facebook. Je viens de mettre le lien dans le chat. Il est recommandé de suivre cette visioconférence plutôt sur PC. Apparemment, ça marche sur tablette, mais moins bien. Voilà. Voilà, je pense que pour la première entrée en matière, oui, on a prévu à peu près 1 heure de conférence et après, en fonction du nombre de questions et du temps qu'on va mettre pour répondre, disons, ça va durer un peu plus longtemps. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Alors, voilà, ça c'est ce que nous avons prévu de vous parler aujourd'hui, de vous présenter aujourd'hui. D'abord, qui nous sommes et pourquoi nous parlons de ce sujet. Puis après, qu'est-ce que c'est que le déclin cognitif, qu'est-ce que c'est que le déclin cognitif normal par rapport au pathologique, comment peut-on le mesurer, qu'est-ce qu'on peut faire. On va parler de neurofeedback et de neurostimulation, on va vous présenter aussi une offre de service par rapport à ça, et un petit peu d'informations et de lecture. Et puis à la fin, donc effectivement, on passera en revue les prochaines vos réponses aux questions. Alors, hop. Un peu trop vite. Non, c'était moi, j'ai cliqué aussi. Donc, ah oui, si on fait un débat, je laisse faire. Voilà, les flèches. Alors, donc, mon nom est François Alvis. Ça fait maintenant bientôt 7 ans que je fais du neurofeedback et du biofeedback. Avec moi, il y a Nadia Augusto, qui est neurobiologiste, qui a 3 ans d'expérience en neuroimagerie et de recherche scientifique, et maintenant plus de 2 ans qu'elle travaille avec nous en neurofeedback et en neurostimulation. Et Mélanie, qui est la dernière qui nous a rejointe depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est neuropsychologue de formation. Voilà. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Nous nous trouvons au Grand-Duché de Luxembourg, centralement au Luxembourg-Ville, au Rollingergrund, proche de la place de l'Étoile, donc proche du tram, très pratique pour s'y rendre. C'est un centre médical, comme tous les autres, donc salle d'attente, etc. Naturellement, nous respectons les règles Covid en vigueur, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait ce qu'on appelle de la neurothérapie. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, puisque ça fait partie de la présentation, du neurofeedback, de la neurostimulation, mais aussi on fait des tests cognitifs, des entraînements cognitifs pour voir justement ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Voilà. Pour qui et pourquoi? Ça, c'est un petit peu les applications courantes. Il y en a d'autres, mais bon, disons que ça, c'est le genre de clients que nous aidons régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, on a quand même scanné maintenant plus de 1400 cerveaux qui sont passés sous nos capes. Donc, on a vu quelques-uns et on a entraîné plus de 500 ou stimulé. Donc, au niveau des enfants, c'est plutôt les troubles de l'attention, TDA avec ou sans hyperactivité, tout ce qui est troubles de l'apprentissage, de dyslexie, dysgraphie, dyscalculie et autres, mais également dans le spectre autistique et autres. Au niveau des adultes, le sujet d'actualité, c'est le stress, l'anxiété ou le burn-out, mais également tout ce qui est dépression et troubles du sommeil. Au niveau des seniors, c'est justement les performances cognitives. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous avons également des gens, on va dire, sans problème. Si, ça existe. Des sportifs et autres qui veulent augmenter leur performance mentale ou physique. Voilà. Je pense que pour ma partie, moi, j'ai fini et je vais encore faire le sondage et puis je vais passer. Je te le mets, voilà. Donc, pour commencer, je vois que parmi les noms, il y a certains gens qui nous connaissent, il y a d'autres gens qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc on aimerait bien un peu voir, là c'est un peu interactif, donc on vous demande de voter. Malheureusement sur Facebook, les gens qui nous suivent sur Facebook, c'est pas possible de voter, c'est seulement les gens qui sont sur le webinaire en direct chez nous. Donc la première question c'est, avez-vous l'impression que votre cerveau fonctionne moins bien ou moins rapidement qu'il y a quelques années? Alors oui, un peu, non, je ne sais pas, je vous invite à suivre. Les votes sont anonymes, hein, donc voilà. Mais c'est juste pour voir un petit peu où vous en êtes, voilà, par rapport à ce sujet.
Est-ce qu'on a des réponses? Il y a à peu près 60% là qui ont répondu. Ouais, super, merci. Donc, Ok. on laisse encore un petit peu le temps aux gens, peut-être. Voilà. Moi, je vois que la première question, il y avait plusieurs questions. Hein. On a choisi celle-ci, d'en Ok, faire qu'une, de pas en faire trop, la plus importante. ok. Voilà, s'il y a encore des gens qui veulent répondre, voilà, c'est anonyme, hein, comme disait François, personne voit ce que vous répondez. Vous avez le droit d'hésiter. Alors pour l'instant, j'ai 13% de oui, 6% de non, 13% de je ne sais pas, comme le oui, et là on a plus de 50% de un peu. Ok. Voilà, Donc, c'est bien 75% réparti. des gens ont répondu, 77, voilà. Donc il y a surtout du un peu. Ok. Bon. Moi, je vais m'effacer. Je vais laisser la parole à Mélanie, qui, à partir de là, va reprendre. Je vais couper mon micro pour ne pas interférer. Voilà. Et en cas de besoin, je me remettrai dedans. Juste encore un petit bonjour à Hervé, qui nous suit, qui est un ancien client. Merci, Hervé, d'être là. Voilà, je vais mettre fin au vote. Merci pour les réponses. Donc, voilà. Hop. Donc, la majorité, effectivement, un peu. Beaucoup de oui aussi. Quelques-uns qui ne savent pas. Donc, peut-être qu'ils seraient intéressés de savoir, chose qu'on peut faire avec le G. Voilà, donc je vais passer à travers la présentation. Si vous avez des questions, vous les posez en cours de route. On fera ça, on répondra plus tard. Hein. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu la différence entre qu'est-ce que c'est quand on parle de déclin cognitif normal et à partir de quel moment on parle de déclin pathologique, donc quand il y a ce qu'on appelle les démences. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est le déclin normal? C'est un processus par lequel le cerveau de chacun va passer. On va tous passer par ce vieillissement-là. Le cerveau, il va perdre un petit peu en capacité et en rapidité, en fonction, et ça, c'est normal. Il n'y aura pas d'impact dans la vie quotidienne. Voilà. Si vous mettez 1 minute à retrouver le nom de quelqu'un avec qui vous discutez, ça ne va pas avoir un impact négatif sur votre vie. Il ne va pas y avoir de conséquences graves. La plupart des fonctions, elles sont préservées, même si elles sont moins efficaces, vous arrivez toujours à fonctionner. Il y en a même qui s'améliorent avec l'âge. Il y a certaines compétences où on devient meilleur parce qu'on acquiert de l'expérience, comme le vocabulaire qui est beaucoup plus étoffé, la reconnaissance des souvenirs, ou ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Ça, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les schémas moteurs. Par exemple, pédaler à vélo, toutes les automatisations motrices, forcément, plus on avance dans l'âge, meilleur c'est. Alors, certaines peuvent diminuer légèrement suite à ce vieillissement normal. Donc, on parle certainement des fonctions exécutives. Alors, lui, c'est le gros chef d'orchestre du cerveau. Il y a tout qui passe par ces fonctions-là avant quoi que ce soit. Donc, c'est quoi les fonctions exécutives? C'est tout ce qui nous permet de nous organiser, de planifier une tâche, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre, quelle priorité, aussi mettre à jour des nouvelles connaissances pendant qu'on est en train de faire quelque chose pour s'adapter. C'est vraiment ce qui va nous permettre de nous adapter, de changer, de faire. Voilà, tout passe par les fonctions exécutives qui sont au niveau du lobe frontal, ici à l'avant. Hein. Très, très important ce lobe pour tout. Mémoire, attention, etc. Hein. Donc lui, ces fonctions-là, elles deviennent un petit peu moins efficaces avec le temps. On a un peu plus de mal à s'organiser, etc. La vitesse de traitement et le raisonnement, alors forcément avec l'âge on se ralentit un petit peu plus, on met un petit peu de temps pour faire les choses qu'on faisait avant plus rapidement. Il y a aussi les capacités attentionnelles, le cerveau il a plus de difficultés comme il est ralenti à se concentrer et à rester attentif, que ce soit sur la durée ou sur quelque chose en particulier. La mémoire, forcément, ça c'est la plainte la plus fréquente parce que quand on vieillit et qu'on sent que sa mémoire défaille un peu, ça nous inquiète souvent. Alors il y a certains oublis qui sont complètement normaux et qu'on a même sans avoir un cerveau vieillissant. Hein. Ça m'arrive aussi aujourd'hui encore d'oublier certaines choses. Mais il y a notamment la mémoire de travail qui va être la plus impactée. Alors elle, c'est celle qui nous permet de faire des tâches de mémoire, de retenir quelque chose et en même temps de modifier cette information qu'on est en train d'essayer de mémoriser ou de manipuler.
Voilà. Et forcément, comme l'attention, comme les fonctions exécutives fonctionnent moins bien et qu'on est plus lent, et ben la mémoire, elle est fortement impactée par rapport à la baisse de ces fonctions-là. Ben, qu'est-ce qui explique ce vieillissement normal? Pourquoi notre cerveau il devient plus lent et moins efficace, moins performant avec l'âge? Alors, il y a plusieurs raisons. On va vous présenter les principales, parce que dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la matière grise qui diminue dès l'âge de 25 ans. Donc, la matière grise, c'est quoi? C'est les neurones. Et il semble aussi, d'après les études, même assez récentes, qu'il y a une diminution de la matière blanche, mais les conclusions sont encore assez... voilà, elles tranchent pas trop puisque les groupes d'études sont assez faibles. Voilà. Il y a aussi une diminution du nombre de connexions, ce qu'on appelle les synapses entre les neurones. Donc, c'est ça qui explique la vitesse de traitement plus lente. Il y a moins de connexions, donc le message pour passer, il met plus de temps quand on fait une tâche. Chose très très importante, c'est ce qu'on appelle le métabolisme cérébral. C'est quoi? Quand vous faites une tâche, par exemple, si vous voulez faire un calcul mental, il y a ce qu'on appelle le métabolisme qui va augmenter pour permettre l'activation des neurones et la tâche. Donc, c'est la consommation de sucre des neurones, ce qu'on appelle le glucose, aussi le débit sanguin, et l'augmentation aussi de l'oxygène, de la consommation d'oxygène. Il faut ces choses-là pour qu'il y ait un message neuronal et donc que vous puissiez faire votre calcul mental. Et celui-là, avec le temps, il est moins efficace. Donc, si vous diminuez les connexions, que le métabolisme est plus lent, et ben forcément, la vitesse de traitement ou pour faire une tâche, ça va ralentir et vous êtes moins efficace. Voilà, il y a moins d'activation de votre cerveau. Et ces phénomènes-là sont les plus forts, donc au niveau du lobe frontal dont on parlait tout à l'heure, les fonctions exécutives, et au niveau aussi des zones temporales, ici au niveau des oreilles, sur le côté. Et c'est là où se trouvent également aussi les hippocampes qu'on appelle, et eux, c'est le siège de la mémoire, notamment. Donc, c'est les plus sensibles par rapport à ça. Mélanie, maintenant, dis-moi. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y. Parce que quand j'entends ça, c'est que le cerveau diminue à partir de 25 ans. Il a juste fini de se construire à 25 ans. Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que il y a quand même un âge où la communication du cerveau est beaucoup plus optimisée. C'est quand il y a ce qu'on appelle la myélinisation qui est faite au niveau des neurones. Ça veut dire que les axones sont entourés de cette couche. Et là, la vitesse de transmission, elle est accélérée. Et la meilleure vitesse de circulation de l'information, c'est autour de 45-50 ans. Donc, il y a quand même de l'espoir. C'est pas seulement un déclin. En fait, le cerveau utilise aussi mieux ses ressources. Voilà. Il n'y a pas que du déclin. Faut pas non plus. Mais merci pour la précision. Oui, on passe vraiment en revue. Ça diminue sur le plan scientifique quand on mesure, mais ça ne veut pas dire qu'on commence à avoir des troubles de la mémoire ou à ralentir à cet âge-là. Effectivement, le cerveau, il fait une sélection, comme notamment à l'âge de 6 ans, où il va supprimer aussi ce qui est moins utilisé, pour, comme tu disais, optimiser les fonctions. Voilà. Mais c'est un phénomène qui démarre vers 25-30 ans et qui va être progressif, et c'est ce qui fait que quand on arrive à un certain âge, c'est moins efficace. Mais effectivement, avant 50-60 ans, ça ne bouge pas. Alors, pour ce qui est du déclin maintenant pathologique, quelle est la différence avec ça? Alors, c'est aussi un déclin au niveau cognitif, mais sauf que ce déclin est tellement fort que ça va induire des difficultés comme la perte de l'autonomie. On peut se perdre, on peut oublier ce qu'on voulait faire. On entend souvent, voilà, les personnes âgées avec des démences peuvent se retrouver dans un endroit sans savoir comment elles sont arrivées là. Elles ne savaient plus ce qu'elles faisaient dans cette pièce. Elles oublient d'éteindre le gaz. C'est des choses qu'on entend très régulièrement et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est aussi une évolution constante. Une fois que ça commence, ça continue et ça va être de pire en pire. C'est à partir de ce moment-là. Il y a aussi d'autres choses qui accompagnent ce déclin, c'est tout ce qui est autour. Vous avez les troubles du sommeil, vous avez les troubles de l'humeur, les personnes peuvent devenir plus irritables, dépressifs, etc. Surtout quand elles sont dans la phase où elles se rendent compte qu'elles ne fonctionnent plus comme d'habitude et qu'elles font des choses qui peuvent être dangereuses ou qui les mettent en danger.
c'est souvent secondaire à quelque chose, donc la démence, Alzheimer, la plus connue, Parkinson, l'AVC, traumatisme crânien, voilà, il y a des choses comme ça, des éléments qui peuvent induire cette réduction significative au niveau cognitif. Alors, qu'est-ce qui sous-tend ces changements-là, ce déclin? Quelle est la différence avec un déclin normal? C'est l'accumulation de toxines, en fait, dans le cerveau. Donc, il y a ce vieillissement normal, mais là, il y a des toxines, ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes et la protéine Tau. Ça, c'est très, très connu. Ça fait longtemps que c'est étudié. Et ça va, en fait, asphyxier les neurones et les empêcher de se renouveler et puis de faire leur travail. Ils vont mourir progressivement et ne pas pouvoir se renouveler. Ce que le cerveau fait normalement, hein. Voilà, donc ça fonctionne moins bien. Et il y a des zones qui sont atrophiées. Ça veut dire quoi? Qu'elles sont plus petites, mais anormalement. Pas quand on compare un groupe de personnes qui ont un vieillissement normal et sans atteintes, comme des démences ou des AVC, par rapport à des gens qui en sont touchés, il y a une grosse différence entre les zones du cerveau. Donc les zones temporales et les hippocampes qui sont les zones de la mémoire, hein. Et c'est pour ça que les démences d'Alzheimer, la première chose qu'on se rend compte en fait, c'est qu'il y a des oublis qui sont pas normaux. Voilà, François, je sais pas, ou Nadia, si vous voulez rajouter quelque chose à ce niveau-là. Voilà, c'est bon? Ok. Voilà. Alors, dans le déclin, voilà, il y a le déclin, mais il y a des choses qu'on peut faire et on peut agir très tôt ou un peu plus tard pour éviter justement ces choses-là. Alors, c'est quoi ces facteurs qui vont favoriser ou aggraver? Alors, il y a des études récentes qui montrent qu'une dépression ou une anxiété non prise en charge peut favoriser l'apparition de démence plus tard, notamment la dépression, hein, une étude de 2020. Si vous voulez la regarder, la lire, très intéressant, qui parle qu'en fonction des symptômes qui sont repérés assez tôt de la dépression, on peut éviter des démences plus tard. Et l'anxiété, notamment le stress, c'est très nocif pour nous, mais du coup pour le cerveau aussi. Ça lui demande beaucoup de ressources et c'est très important de faire des choses pour réduire ce stress-là. Donc vous avez plein de choses aujourd'hui, la respiration, la méditation, le yoga, le reiki, voilà, il y a une liste d'activités, voilà, il y en a, c'est marcher dans la forêt. Il y a plein de choses qui sont possibles très facilement. Il y a aussi des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'hypertension, cholestérol, tout ça, c'est des choses qui sont nocives pour le corps et pour le cerveau, hein, qui peuvent amener à des risques. La prise de substances, bon, ça, c'est pas une grande nouvelle, hein. L'alcool, les drogues, la cigarette, tout ça, c'est pas quelque chose qui est bon pour le cerveau, ça le fait vieillir prématurément, hein. Il y a certains gènes aussi qui ont été identifiés depuis un petit bout de temps. Celui-là est pas mal connu, l'ApoE4. Bon, l'hygiène de vie, ça, on en parle pour tout. Aujourd'hui, on sait que c'est très important d'avoir un bon sommeil, d'avoir une activité physique régulière sans que ce soit forcément ultra intensif, aussi mental, hein, c'est très très important pour le cerveau de faire des choses mentales, d'apprendre des nouvelles choses, parce que le cerveau jusqu'à la fin, vous pouvez apprendre de jouer un instrument, apprendre une langue, et c'est très très bon, ça fait fonctionner, ça crée des nouvelles connexions, ça challenge un petit peu le cerveau, ça c'est une bonne chose. La socialisation aussi, hein. Actuellement, c'est compliqué. Covid oblige. Ça, c'est une grande souffrance, hein, actuelle. On le voit beaucoup au cabinet. C'est quelque chose qu'on sent. Même les gens qui allaient mieux, on sent cette tendance actuelle, cette lourdeur par rapport à ce manque d'interaction dont le cerveau souffre, puisqu'on est des êtres de socialisation. Et la chose la plus importante, je l'en parle en dernier, c'est l'alimentation. Si vous suivez un petit peu les nouvelles choses au niveau des études et de la science actuellement, on en parle pour plein de choses, que ce soit Parkinson, dépression, etc. On se rend compte que l'intestin et la flore intestinale, l'estomac, tout ça, ça joue un rôle prédominant dans pas mal de choses. C'est encore en cours d'étude, mais je pense que ça sera fixé dans pas très longtemps. Une mauvaise flore intestinale déclenche une inflammation dans le corps. Si vous mangez trop sucré, trop salé, trop gras, voilà. Cette mauvaise flore intestinale avec cette inflammation va déclencher une mauvaise réponse immunitaire et il semblerait que ce soit ça qui soit responsable de ce qu'on appelle la neuroinflammation, de la création des plaques bêta dans le cerveau et donc qui serait précurseur et qui aggraverait les démences. Voilà, donc ça c'est très important de faire attention à ce qu'on mange, de manger équilibré.
Et puis bon, bah, bien évidemment, quand il y a des personnes de la famille qui ont été déjà touchées par ces choses-là, c'est comme les cancers, ça joue pas en la faveur de la personne, mais ça veut pas forcément dire que vous l'aurez. Voilà. Bah, je vais laisser maintenant la parole à Nadia, sauf s'il y a encore peut-être des choses à rajouter là-dessus. Non, je pense que c'est nickel de vie. Hein. Je te passe la parole. Ok. Bien, alors Mélanie, merci pour cette présentation sur les déclins cognitifs normal et pathologiques. Donc maintenant, on va Parle voir un peu plus fort, Nadia. Ah bon? Ok. On peut voir... Attendez, je rapproche. Voilà. Donc on va voir comment en fait on pourrait mesurer ce déclin cognitif, comment l'observer. Alors il y a une technique qui maintenant date un peu, qui est l'électroencéphalogramme. Donc un électroencéphalogramme, c'est quoi? C'est en fait, on positionne plusieurs électrodes sur la tête de la personne et on va enregistrer en fait l'activité électrique du cerveau, d'accord? Et à partir de là, on va faire plein de calculs à partir de ces données pour pouvoir mesurer différentes choses. Hein. Ça peut être l'anxiété, les réseaux du stress, la concentration, la mémoire, etc. Et on va aussi avoir quelques signes éventuellement de déclin cognitif. Alors, il faut savoir que le G, c'est pas douloureux. Hein. Ça peut peut-être un peu serrer quand on attache en dessous au niveau du menton, mais c'est pas du tout douloureux. Chez nous, on l'utilise sans gel. Maintenant, il y a des technologies qui permettent d'avoir des électrodes en fait, où il y a juste un petit peu d'eau salée. Donc, on a légèrement la tête mouillée, mais rien de plus. Attention, ça ne permet pas d'observer des lésions cérébrales, pas directement. C'est pas comme un IRM où on voit vraiment l'anatomie du cerveau. Ici, on regarde que comment fonctionne le cerveau, son activité électrique. Alors évidemment, s'il y a des lésions, on verra peut-être une activité électrique perturbée, mais ce n'est pas la lésion directement qu'on observera. Et chez nous, on n'utilise pas le G pour faire de diagnostic. Donc quelqu'un qui viendra chez nous avec un potentiel déclin cognitif, on ne lui fera pas un diagnostic de démence, d'Alzheimer ou quoi que ce soit, comme on ne fait pas de diagnostic ni de dépression, ni de TDA, etc. etc. Ok. Voilà. Alors, après avoir analysé justement cette activité électrique brute, on obtient ce qu'on appelle un électroencéphalogramme quantitatif. Et en fait, on mesure différentes ondes. Hein. Le cerveau produit différents types d'ondes. On a les ondes delta. Alors, attendez, je vais juste essayer de mettre le curseur, pointeur, voilà. Donc, on a les ondes delta, qui sont les ondes les plus lentes, celles du sommeil profond, les ondes θ, aussi des ondes lentes, mais plutôt de l'hypnose, de la créativité et du rêve. Les ondes alpha, qui sont les ondes de la relaxation et de la méditation. Donc là, par contre, on est à l'état éveillé, mais on est bien relaxé, bien détendu. Et puis les ondes bêta et A-bêta, donc là, on est concentré, on est en pleine activité, on travaille, etc. etc. Donc ici, on vous a mis les images d'un EEG, un électroencéphalogramme qui est plutôt normal. On voit l'échelle en dessous, autour de 0. En fait, c'est blanc, ça veut dire que c'est autour de la moyenne. Okay. Et puis, si on aurait des taches vertes, rouges, oranges, on est au-dessus de la moyenne. Il y a trop d'ondes, le cerveau produit trop d'ondes. Vers le bleu, il n'en produit pas assez, hein, car comme toutes les ondes sont bonnes, tant que c'est équilibré, qu'il n'y en a ni trop ni pas assez. D'accord. Alors, on voit des petites taches ici, une petite tache bleue pour le high bêta, un peu de vert, θ, delta, mais c'est 3 fois rien. Et puis, on a chacun, tous, notre petite touche d'individualité. Il n'y a pas de cerveau parfait qui fonctionne parfaitement, hein, pas dans la norme, pas dans la moyenne. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre, je vais vous afficher un électroencéphalogramme de quelqu'un avec un déclin cognitif qui, là, est pathologique dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on observe très souvent en fait, ces ondes θ, notamment au niveau des... Donc, on voit, il y a les petites oreilles, donc c'est au niveau des tempes et des lobes temporaux dans le cerveau, autour des oreilles, là, où ces ondes θ sont en très grande quantité, et ça reflète finalement un ralentissement. Le cerveau est en train de se réparer. Hein, des ondes θ en trop grande quantité, c'est une réparation du cerveau. Pourquoi ça, on ne le voit pas, mais on voit juste qu'il y a un problème. Sachant mais que, voilà, Mélanie l'a bien précisé, dans les tempes, on a quoi? On a l'hippocampe, on a des zones émotionnelles, mais surtout aussi les zones de la mémoire.
Et donc, un cerveau comme ça, où il y a les tempes si ralenties en ondes θ, on a probablement des problèmes de mémoire, aussi de concentration évidemment. D'autant plus qu'on voit ici les ondes bêta et bêta qui sont des ondes rapides, qui permettent de bien fonctionner, de travailler, de réfléchir, de mémoriser, d'être concentré. Celles-ci, elles sont en carence, elles sont en bleu, hein, ce qui signifie que le cerveau en manque et n'arrive pas à faire correctement son travail. Okay. Voilà. Ensuite, on a aussi là légèrement des ondes alpha, plutôt vers le front, qui ralentissent en fait le cortex préfrontal et frontal. Et ça, c'est souvent accompagné en fait dans les déclins, notamment dans les démences par exemple, des symptômes d'apathie, c'est-à-dire la personne n'a plus du tout de motivation, elle va plus trop avoir envie de sortir, de faire des activités, elle reste devant la télé, etc., etc. Et donc ça, c'est en fait des petits symptômes de déprime, et c'est une comorbidité de la démence, hein, on voit ça assez souvent. Pas toujours, mais très souvent. Donc ça, c'est un profil assez typique. Voilà, on manque de puissance dans les ondes rapides, et puis réparation du cerveau et ralentissement au niveau des ondes θ. Alors, à savoir que si on voit sur un EEG les ondes θ, ça ne veut pas toujours dire non plus que c'est un déclin, hein. Il y a d'autres pathologies ou symptômes. Alors, je vois François qui sourit à la vidéo, je peux commencer par ça, hein. Par exemple, les personnes TDA ont souvent, troubles de l'attention, ont très souvent beaucoup trop d'ondes θ, mais elles ne sont pas du tout sur les lobes temporaux, pas de cette manière-là. Elles sont souvent plutôt vers le front, vers le centre en fait de la tête, mais pas comme ça. Et puis elles ne sont pas accompagnées par de gros troubles de la mémoire, hein. C'est aussi, il faut faire un bilan au niveau des symptômes, hein. Également aussi les ondes θ, il peut y en avoir trop juste après un choc cérébral. Si vous cognez la tête très fortement, le cerveau va aussi se mettre en mode réparation, parce que peut-être qu'il y a quelques neurones endommagés. Sauf qu'une fois qu'il s'est réparé, c'est bon, hein, il continue à fonctionner normalement. Or, la démence, en général, la personne, ça ne s'améliore pas. Et donc, on verra de plus en plus d'ondes θ dans le temps, contrairement à un choc crânien, un trauma crânien où là, le cerveau se répare. Dans ce cas-là, les neurones dégénèrent. Voilà. Alors, je peux rajouter peut-être une chose, l'alpha, comme ça, moi j'en avais vu quelques-uns aussi suite à des traitements de chimiothérapie, c'est-à-dire ce que nous on appelle le brain fog. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu des clients avec ça, mais j'en avais vu quelques-uns. Et ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que l'alpha, c'est les ondes lentes, et la personne a l'impression d'être dans le brouillard, et là, c'est vraiment induit par la chimiothérapie en cas de cancer. Voilà. Ah oui, ok. Alors, donc ça, c'est juste pour mesurer, pour voir, pour observer. Évidemment, à côté, il faut aussi faire un bilan neuropsychologique, les symptômes, quel est le niveau de la mémoire, etc. On ne fait pas juste un électroencéphalogramme. Donc, comment y remédier? Alors, pour ce qui est du déclin cognitif pathologique, il faut savoir qu'il n'y a pas de médicament efficace à ce jour. Il y a eu des tests, il y a eu d'ailleurs beaucoup de tests cliniques, mais il n'y a rien qui a été vraiment convaincant. Par contre, alors là, je vais peut-être pas trop en parler, comme finalement Mélanie en a déjà parlé, hein, l'hygiène de vie, donc l'hygiène alimentaire, évidemment, pratique d'un exercice physique. Il faut savoir que le sport fait produire de nouveaux neurones au cerveau, hein. On a des cellules souches dans notre cerveau tout au long de notre vie, même à l'âge de 80 ans. Donc autant essayer de les activer et de les utiliser. Le sport est un moyen. Maintenir des activités intellectuelles pour continuer à utiliser son cerveau, à le stimuler. Maintenir les bons contacts sociaux, évidemment, c'est très important. Et puis, voilà, avoir un bon sommeil. Une chose, oui. Par rapport aux activités intellectuelles, je pense qu'on l'a déjà vu assez souvent au cabinet, les gens disent oui, mais je fais des sauts du cou tous les jours, je fais des mots croisés tous les jours. Est-ce que ça aide le cerveau ou pas? C'est un peu léger. Hein, faudrait de la stimulation plus forte. Oui, ça aide, c'est mieux que quelqu'un qui regarde juste la télé sans réfléchir, ou qui fait pas du tout d'activité. Les sudoku permettent. Mais par exemple, là, dans les exemples que j'ai notés, il y avait jouer d'un instrument, lire des choses intellectuelles, ou même apprendre une nouvelle langue. Ça va vraiment beaucoup stimuler le cerveau. Imaginez quelqu'un qui, à l'âge de 50 ans, se met à apprendre une nouvelle langue, ou à apprendre à jouer d'un instrument.
là, le cerveau va être forcé vraiment de créer de nouveaux neurones, de créer des nouveaux réseaux neuronaux et de vraiment stimuler fortement la mémoire pour pouvoir y arriver. Sudoku, c'est plus léger. C'est un autre niveau, voilà. C'est peut-être trop léger. C'était une boutade parce qu'en fait, c'est monotâche. Mais voilà, tu as très bien répondu. Le monotâche ne suffit pas. En fait, le cerveau, ce qu'il aime, c'est des challenges, c'est apprendre. Voilà. Donc, apprendre une nouvelle langue, théoriquement, alors les Luxembourgeois devraient être épargnés par le déclin cognitif puisqu'on est tous quadrilingues. Ben non, là, vous apprenez tellement jeune. Oh, bon. Mais je pense que surtout, il y a un problème de consommation d'alcool à Luxembourg. Mais ça, c'est Il y a avis d'autres personnel. facteurs, hein, n'est-ce pas? Ok. Alors, nous allons maintenant parler en fait des neurotechnologies, qui est le dernier point, hein, donc le neurofeedback et la neurostimulation, qui est notre spécialité. Alors, les neurotechnologies, tout d'abord, quels avantages? On agit à la source, hein, le cerveau qui est en train de décliner. Il y a peu ou pas d'effets secondaires en fait la plupart du temps, car en fait, contrairement à un médicament qui est le même pour tout le monde, là, les neurotechnologies peuvent vraiment s'adapter au cerveau de la personne. On va voir ça comment. Et du coup, ça limite vraiment les effets secondaires, d'autant plus que le cerveau est capable de se modifier, donc il va vraiment limiter les effets néfastes. Les effets sont relativement directs, on voit rapidement des améliorations. Et enfin, alors, concernant le déclin cognitif, là, il y a une base scientifique en développement, elle est assez jeune, c'est vrai. C'est surtout pour la photobiomodulation, les articles datent de 2017, voilà, 2019. Par contre, par exemple, la photobiomodulation, c'est quelque chose en fait qui est utilisé depuis longtemps dans d'autres, pour d'autres choses en fait, mais dans le cas des neurosciences et du déclin cognitif, c'est assez jeune. Voilà. Alors nous allons commencer tout de suite avec le neurofeedback, qui est la première neurotechnologie que je vais vous présenter. Alors, c'est quoi? Ici, on a voilà, une scène avec un praticien qui est devant son ordinateur. Il y a le patient qui a des électrodes sur la tête. On est en train de lui enregistrer l'activité électrique de son cerveau en temps réel. Puis, il est face à un écran. Alors, déjà, on va analyser en fait en temps réel l'activité de son cerveau. Donc, par exemple, si on voit voilà, ces ondes θ qui sont en surplus, ça, c'est la partie en fait neuro, ok. Et le logiciel va interpréter ces ondes θ en surplus comme bonnes ou mauvaises. Alors là, ici, c'est plutôt comme mauvaise, comme négatif. Et le logiciel va envoyer un feedback négatif à travers la télé, okay, qui va être comme une punition. Donc l'écran devient très très sombre. On peut aussi couper le son ou le mettre à un plus bas volume. Et ça fait comme une punition parce qu'on ne peut pas bien voir son film, si c'est dans le cas d'un film. Okay. Et le cerveau va être obligé tout doucement de changer parce qu'il a envie de récompense, il a envie de voir le film correctement. Et il va commencer à diminuer ses ondes θ. Et quand il va suffisamment les diminuer, là, en fait, le feedback, l'écran, dans ce cas-là, redevient clair, redevient normal. On peut voir le film normalement. Et donc, c'est comme une récompense. Et le cerveau, en fait, va passer dans les deux états très régulièrement pendant une séance de neurofeedback. Pendant un entraînement, on est en train d'entraîner le cerveau à se changer, à modifier son fonctionnement. Voilà, et donc au bout d'un moment, il comprendra en fait qu'il faut qu'il diminue ses ondes θ pour pouvoir voir le film correctement. Et donc il va s'entraîner à maintenir les ondes θ diminuées. En parallèle, on peut par exemple prendre aussi les ondes rapides à les augmenter pour pouvoir en fait accélérer le cerveau dans le cas du déclin cognitif. Voilà. Alors, allez. Donc cet apprentissage, souvent la question qu'on a, c'est la personne qui est devant l'écran, hein, le patient demande « Ah, mais est-ce que je dois essayer de me mettre dans un état particulier, me concentrer pour que l'écran reste normal et ne s'assombrisse pas ?» En fait, non, pas dans le cas de notre neurofeedback, dans le sens où l'apprentissage est implicite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le cerveau reçoit des milliers d'informations à la seconde. Nous ne sommes pas conscients de toutes ces informations. Hein. Je ne suis pas toujours consciente de ma respiration, du battement de mon cœur, etc. Non, parce que ça ferait trop d'informations à gérer.
Donc en fait, le cerveau, quand il reçoit juste cette information visuelle qui change, il va tout de suite la traiter parmi toutes les autres, en fait. Il va comprendre très rapidement. Vous n'aurez pas besoin, en fait, de consciemment essayer de modifier l'écran, de contrôler l'écran. Vous avez juste tranquillement à regarder votre film. C'est tout. Le cerveau, lui, il va déjà faire ça, s'en occuper, en fait, tout seul. Voilà, donc il n'y a pas d'effort à fournir et il s'auto-corrige. C'est un peu, en fait, on a mis la métaphore ici du vélo. Alors, normalement, quand on apprend à faire du vélo, au début, bon, on est un petit peu hésitant, c'est un petit peu difficile. Et puis la première fois qu'on tourne, on va peut-être un peu mal tourner, on va tomber. Mais très rapidement, le cerveau va comprendre en fait que pour tourner correctement à droite, je dois déporter un peu mon poids sur la gauche. D'accord? Mais ça, on ne vous l'a jamais dit au moment d'apprendre le vélo. Pourtant, le cerveau, lui, il a trouvé tout seul. Ben là, c'est pareil, en fait. C'est exactement Et même 20 ans après, on sait encore comment ça marche. On le retrouve. ouais. Même si on a arrêté 5 ans, 10 ans le vélo, peut-être qu'au moment de reprendre, ça va être un petit peu difficile, mais très vite, le cerveau va réactiver les réseaux, la mémoire procédurale dont Mélanie a parlé plus tôt, hein, la mémoire motrice, et puis on va pouvoir à nouveau refaire du vélo. Voilà. Alors, le dernier point, c'est que normalement, le neurofeedback, c'est un réel apprentissage, ça dure dans le temps. Alors oui, dans le cas du TDA, de l'anxiété, de la dépression, voilà, sauf la démence. Pourquoi? Parce que la démence, Mélanie l'a aussi très bien expliqué, c'est que les neurones sont asphyxiés. En général, quand on commence à voir les symptômes, c'est qu'il y a déjà une grande partie des neurones qui est morte, en fait, une partie de la population de neurones qui est déjà plus là. Et donc là, en fait, dans le cas du neurofeedback et de la démence, on ne va pas vraiment soigner la démence, hein, qu'on soit honnête. Par contre, on va apprendre au cerveau à compenser avec le reste des neurones qu'il a. Hein. Il va apprendre à compenser, voilà. Okay. Mais par contre, ça ne durera pas dans le temps. Oui, attends, je termine. Donc, ça ne durera pas dans le temps, dans le sens où, voilà, l'effet de compensation, si on arrête le neurofeedback, va s'atténuer. Donc, il faut quand même régulièrement revenir, réapprendre au cerveau à compenser et à faire ce qu'il a avec les neurones qui lui restent. Voilà. François? Moi, j'aime beaucoup parler en images. On peut dire que le neurofeedback, c'est un peu, on arrive à changer le software, mais on n'arrive pas à changer le hardware. Si le hardware est endommagé, le software peut, avec des patchs, on peut voilà, voir, en fait, limiter les effets de dommages hardware si les structures du cerveau sont endommagées, mais on ne peut pas réparer. Juste peut-être un ou deux compléments d'information qui me semblent importants. On a parlé des ondes, il y a trop de θ, donc il y a un ralentissement cognitif. Comment est-ce que nous, on sait qu'il y a trop ou pas assez de θ? Et je pense que là, il y a une notion importante et c'est ce qui caractérise aussi un peu notre démarche, comment nous, on travaille. En fait, nous avons des bases de données, ce qu'on appelle normatives, DEG, qui vont de 6 mois jusqu'à 85 ans. C'est-à-dire qu'en temps réel, on sait comparer votre activité pour votre âge. Est-ce que c'est ralenti? Est-ce que c'est en accéléré? Et c'est ce qui nous permet d'orienter et de faire des entraînements efficaces. L'autre spécificité, c'est justement cette cartographie qu'on fait. Et ça, je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire à quelques, voilà, pas mal de distance autour de nous. Et dernier petit complément, et ça c'est tout récent, c'est hier, un chercheur suisse que j'adore beaucoup, c'est Thomas Rose, qui fait d'excellentes études scientifiques sur le neurofeedback. Il a montré qu'avec le neurofeedback, à travers, en positionnant les gens dans le scanner après une séance de neurofeedback, c'est-à-dire que ça a influencé les neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais changements réels, physiques, mesurables, suite à une seule séance. Donc, c'est tout récent, ça vient de sortir, c'est hier que c'est sorti. Voilà, c'est super. Bien. La dopamine permettant justement une meilleure concentration et mémorisation. C'est ce qui permet la récompense justement du cerveau. Donc, d'où le neurofeedback a un réel effet d'apprentissage de manière générale. Très bien. Voilà, donc ça c'était pour la première neurotechnologie qu'on allait vous présenter. Alors, ce qu'on fait aussi au cabinet, c'est de la neurostimulation. Souvent, on la couple au neurofeedback, soit avant, soit pendant la séance de neurofeedback. On stimule soit électriquement
ou magnétiquement, alors à très faible intensité. La plupart des personnes ne sentent pas le courant passer à travers le cerveau. On n'a pas besoin de stimuler très très fort pour que ça fonctionne. En général, à une fréquence spécifique. Par exemple, si vous manquez d'ondes rapides pour bien fonctionner, on pourrait vous stimuler en bêta pour justement réveiller un peu le cerveau, le réactiver. Alors, il faut savoir aussi que ça active la neuroplasticité, donc ça aide aussi après par la suite à rendre plus efficace le neurofeedback et aussi tout simplement votre cerveau à pouvoir faire les modifications s'il y a des modifications nécessaires à faire. Et donc, c'est une aide pour le cerveau. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage avec la neurostimulation seule. C'est le neurofeedback qui va permettre au cerveau de vraiment se modifier et d'apprendre. Il y a aussi un autre effet physique qui joue, c'est qu'on met de l'énergie dans un système qui manque d'énergie. Et c'est ce qui permet de... Voilà, donc je viens à le second type de stimulation qu'on appelle la photobiomodulation, d'accord? Alors ça, c'est beaucoup plus spécifique justement à tout ce qui est déclin cognitif et démence. C'est quoi? C'est en fait, on va stimuler le cerveau avec une longueur d'onde précise, donc en fait de la lumière, mais de la lumière, une longueur d'onde, l'onde qui va être capable de traverser la peau et le crâne, donc on ne sent absolument rien. Mais par contre, cette lumière va atteindre les neurones et va stimuler. Il faut savoir que chaque cellule ont ce qu'on appelle des mitochondries, qui sont un peu des petites usines à énergie dans chaque cellule, dont les neurones. Et ça va stimuler, en fait, la lumière va stimuler ces usines à énergie. Donc là, on voit en fait le casque de la personne, donc avec les différentes LED, les différentes diodes. La personne a aussi quelque chose dans le nez, en fait, c'est pour stimuler aussi au niveau sanguin, car dans le nez, la peau est très très fine, donc il y a plein de capillaires sanguins, et donc ça permet aussi d'énergétiser en quelque sorte les cellules sanguines dans le sang. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Donc ça stimule en effet la production d'énergie dans les neurones et dans les cellules gliales, qui sont des cellules qui s'occupent des neurones, elles sont autour des neurones. Ça permet en fait de rendre plus efficace le métabolisme du glucose, qui est très important pour le cerveau. Voilà, et donc si les neurones ont plus d'énergie, ils pourront mieux fonctionner et peut-être aussi ne pas mourir dans le cas où ils sont asphyxiés, où ils sont en train d'être asphyxiés. Ça réduit fortement le stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif, ce sont des toutes petites molécules qui sont très toxiques pour les cellules. Alors, à la fois, on en a besoin pour certaines choses, comme l'oxygène, mais à la fois, il faut que le corps puisse correctement les utiliser, sinon ça devient toxique. Et en fait, ce sont le rôle aussi de ces mitochondries, ces petites usines, et le fait de stimuler avec cette longueur d'onde permet d'aider ces petites usines à mieux prendre en charge cette toxicité pour qu'elle ne soit pas finalement toxique pour nos neurones. Et donc moins de dommages sur les neurones. Voilà. Et tout ça fait que en fait, ça potentialise tout simplement leur activité. Voilà. Et on se sent aussi en général plus éveillé, on aura plus de concentration, plus d'énergie, voilà, prendre des décisions, raisonner, ce sera plus facile. On fonctionne plus facilement en fait. Voilà. Et donc, pour le moment, c'est utilisé pour la démence, évidemment, les traumatismes crâniens, parce que parfois, on a un cerveau un peu ralenti après un choc crânien, donc ça peut être pas mal de redonner un coup de boost au cerveau. Et puis même, il y a eu des études scientifiques qui ont montré qu'en fait, ça améliorait les fonctions cognitives, même chez des sujets sains qui n'ont pas de démence, mais qui, comme l'a dit Mélanie, par moment, on a quand même des petits oublis, moins de concentration. Là aussi, ça permet en fait d'augmenter cela, même chez les personnes qui n'auraient pas de démence. Voilà. François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, sauf que je suis un très très grand fan de la photobiomodulation, que c'est utilisé en fait plutôt connu par exemple aussi dans le monde du cheval, par exemple pour soigner les blessures, parce que c'est aussi pour ça aide à cicatriser. C'est assez les applications sont très très larges en fait, mais effectivement pas encore assez connues malheureusement. Voilà, pas répandu. C'est en train d'exploser le nombre de recherches. Oui, au niveau des recherches, effectivement, des études, c'est un sujet hot, très hot. Ouais.
J'ai aussi vu, oui, récemment une étude comme quoi ça permettrait de diminuer directement la neuroinflammation, en fait. Donc l'inflammation du cerveau liée à une mauvaise hygiène alimentaire, les intestins. Alors évidemment, hein, c'est mieux d'avoir tout de suite une très bonne hygiène alimentaire et de ne pas avoir d'inflammation du tout. Mais Oui, c'est pas une excuse pour avoir une mauvaise hygiène de vie. exactement. Voilà. Alors, maintenant, voilà, je vous ai présenté ces différentes techniques. Je vais vous montrer encore quelques exemples avant de terminer, hein, c'est bientôt terminé. Alors, ici, on a le cas d'une personne qui était venue chez nous. Alors, on a observé ça. Donc, il y a certains signes déjà, les ondes θ, alors ici, plus du côté droit, mais elles sont quand même déjà bien présentes presque partout. Qui était venu justement avec des symptômes quand même de commencer un déclin cognitif, démence. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le ralentissement du cerveau, donc moins bon traitement de l'information. Et puis aussi, c'est souvent quand même le cas, hein, une belle carence en ondes delta qui déjà provoque un très mauvais sommeil. La qualité du sommeil est mauvaise. Il faut savoir qu'aussi la carence comme ça très forte en ondes delta, c'est fort probable qu'il y ait une grosse carence en sérotonine. Or, la sérotonine, à 90%, elle est produite par nos intestins. Et elle est produite par les neurones de nos intestins produisent cette sérotonine quand les intestins vont bien, quand il y a une bonne flore intestinale, quand on a une bonne hygiène alimentaire. Hein. Donc là, on voit déjà que cette personne, on se dit, déjà les intestins, la carence en sérotonine, les ondes θ, bon. On fait 10 séances. Je pense que oui, j'ai juste un point encore par rapport au sommeil. Le sommeil, les gens oublient souvent, ou sont pas toujours au courant, mais le sommeil, en fait, le cerveau, il fonctionne 24 heures sur 24. Et tout système qui utilise de l'énergie, et notre cerveau utilise quand même 25 watts, hein, c'est 25% de toute notre énergie, et le seul moment où il peut faire les travaux de maintenance, évacuer les toxines, etc., c'est en phase de sommeil profond. Et donc, si vous n'avez pas de sommeil profond, et c'est ce qui arrive si vous buvez un peu trop d'alcool, si vous plein de choses, votre cerveau ne peut pas faire les travaux de maintenance, ce qu'il doit faire, et donc le déclin cognitif est une des suites. Voilà. Et ça se visualise à travers les jolies taches bleues en delta. Ouais. Ouais. Celle-ci particulièrement, oui. Ouais. Ok, merci François. Voilà, donc ensuite, avec cette personne-là, on vous montre, après 10 séances de neurofeedback couplées à la neurostimulation, donc là, c'était plutôt la stimulation électrique et magnétique, pas la photobiomodulation. Qu'est-ce qu'on observe? Voilà, en fait, déjà la qualité du sommeil est un peu améliorée. Alors, il y a toujours une carence en delta, probablement due à la carence en sérotonine, et là, les intestins, il faudrait aller voir aussi un diététicien, un naturopathe, etc. Et puis l'accélération, surtout, on voit que le traitement est bien meilleur. Hein, l'accélération, il y a beaucoup moins d'ondes θ. Voilà. Ça, c'est juste après 10 séances. Hein, donc, on ne peut pas en faire plus. Un autre exemple aussi, tout aussi intéressant. Alors, en fait, d'un monsieur qui est là, alors François, je ne sais pas depuis combien de temps il est là, mais au moins depuis 2-3 ans, cette personne a une démence. Donc elle vient régulièrement, très régulièrement nous voir parce que là on fait l'entretien pour maintenir un niveau d'autonomie en fait de la personne et de limiter vraiment le déclin qu'il ne s'aggrave. Ça se passe plutôt bien, hein. Il a aussi l'appareil de photobiomodulation à la maison. Donc on voit qu'avant le confinement, c'est bon, comme on maintenait un niveau assez stable. Évidemment, on voit encore la carence en sérotonine. Là, voilà, une petite tache de θ, mais ça va. Et puis voilà, au retour du confinement, donc le confinement à Luxembourg, c'était 2 mois et demi, c'est ça? Voilà, il y avait 3 mois, donc le cabinet était fermé, pas d'activité, donc il n'y avait plus de sortie pour ce monsieur, il n'avait plus, voilà. Oui, c'est ça. Il ne venait plus chez nous, ni d'aller chez les autres praticiens de santé qui le maintenaient. Quoi. Voilà. Et là, on voit en plus des ondes θ, il y a les ondes alpha vraiment frontale gauche, donc aussi toute cette apathie, dépression, vraiment envie de rien faire, probablement dort beaucoup, ce qui n'aide pas à stimuler le cerveau et à le maintenir en bonne forme. Voilà. Et donc évidemment, ça n'allait pas du tout au retour. On a fait juste une séance. Alors là, c'est juste après une séance, après ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on voit déjà qu'il y a une
diminution de ces ondes lentes qui ralentissent le cerveau, et puis aussi une augmentation des ondes rapides qui étaient en carence. On voit que le cerveau n'avait plus de jus, plus de puissance, on dirait chez nous. Voilà, c'est bleu. Et là, déjà, elles sont déjà un peu plus récupérées, donc ça veut dire que le cerveau peut déjà un peu mieux fonctionner, plus rapidement. Voilà. Alors évidemment, il ne suffit pas d'une séance, comme vous voyez, mais déjà en une séance, on voit et on mesure des changements. Ça, Oui. c'est important. Donc, pour être très clair, entre la deuxième et la troisième image, en gros, il y a 1 heure d'écart. C'est une séance. Voilà, c'est l'entrée, on enregistre, on fait le traitement. À la sortie, son cerveau déjà n'est plus le même. Et je pense que c'est vraiment... parfois, on ne le sent pas toujours, mais quand on montre, voilà, ça, c'est ce qui a changé. Ah oui, puis les gens, ben oui, ça se peut que je sois, oui, ça se peut que je sois un peu plus alerte. Oui, oui, ça se peut. Oui. Parfois, il faut voir pour croire, mais voilà. Voilà, ça c'était tout pour les exemples, et puis je te repasse la parole, François, pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà, là on a parlé de neurofeedback, de neurostimulation, on a fait plein de choses. Qu'est-ce que nous on propose et comment est-ce qu'on travaille? Donc, nous, le plus important, c'est toujours, on commence par faire un enregistrement initial, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, nous, un brain map, un EEG quantifié. Donc, c'est différent de ce que font les neurologues, mais c'est la même technologie. Donc, on enregistre, vous venez chez nous, on discute, on prend un petit peu vos symptômes, on discute de qu'est-ce qui vous pose problème, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. On pose une vingtaine d'électrodes sur votre tête, on enregistre pendant 5 minutes votre cerveau au repos, les yeux ouverts, 5 minutes au repos sans aucune tâche précise, les yeux fermés. En parallèle, on va vous envoyer un lien avec une série de tests neuropsychologiques où on teste 12 fonctions de base du cerveau, des différents types de mémoire, l'attention, la capacité à filtrer du cerveau, etc. Toujours en comparaison avec d'autres personnes de votre âge. Donc, on sait exactement mesurer le output, la performance de votre cerveau, où vous en êtes. On n'est pas toujours le mieux placé pour pouvoir s'auto-évaluer de qu'est-ce qui fonctionne bien et pas bien. Souvent, c'est plutôt votre entourage autour de vous qui vont remarquer plus vite que vous s'il y a des choses qui vont moins bien. Et là, l'avantage, moi, j'ai un grand adage dans la vie, c'est on peut seulement changer les choses qu'on a mesurées. Donc, faisons une mesure pas objective, mais faisons une mesure objective et pas subjective, et puis après, voyons. Éventuellement, on peut aussi mesurer le système nerveux autonome, donc à travers un électrocardiogramme sur 24 heures. C'est pas pour détecter de nouveau les battements du cœur irréguliers ou autres, non, c'est pour mesurer votre activation de votre système nerveux et qu'est-ce que vous faites pendant la nuit. La nuit, pareil, le sommeil est pour nous super important, c'est la première chose qui se dégrade dans plein de problèmes qui peuvent survenir, et c'est bien aussi d'avoir une vue neutre de qu'est-ce qui se passe et comment vous utilisez votre énergie. Parce que tout est une question d'énergie et de gestion dans le temps. Parce que nous, on voit souvent des gens qui sont très performants ou qui ont, par exemple, de très bons scores sur les tests, mais je leur pose la question, est-ce que vous seriez capable de faire ça 6 heures par jour? Non, jamais. Voilà. C'est une question voilà, la vie est plutôt un marathon qu'un sprint. Voilà. Après, une fois qu'on a fait cet enregistrement, vous avez passé les tests, on se revoit. Donc, le bilan initial, ça se passe en 2 rendez-vous. On va vous présenter ce que nous, on voit. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a une concordance entre ce que vous nous rapportez comme symptômes, comme problème, et ce que nous, on voit. Parce que si on n'est pas d'accord sur ce qu'il y a, peut-être que c'est pas nous les bons pour vous. Jusqu'à présent, très très peu, sur 1400 cerveaux, on a très peu de cas de gens qui étaient pas d'accord. C'est une expérience assez intéressante dans le sens où, comme je vous ai dit, nous avons des bases de données avec comment un cerveau devrait être de 6 mois jusqu'à 85 ans. Mais dans nos bases de données, il y a aussi des cerveaux dedans qui ont des problèmes. Donc, en fait, on fait des comparaisons statistiques entre, tiens, ce cerveau, il ressemble à 80% à quelqu'un qui est peut-être impulsif ou voilà. Et donc, on peut dire beaucoup de choses. Et les gens sont souvent étonnés, ils me disent, mais comment vous savez ça sur moi? C'est votre cerveau qui nous l'a dit.
Et comme on mesure le signal à la source, parce que le cerveau, c'est quand même la source de tous nos comportements, de nos réflexions, de notre façon de fonctionner, là, vous n'avez pas besoin de parler. On mesure et on interprète. Cette étape-là, c'est intéressant, mais on va dire que chez nous, c'est seulement 10% de notre temps qu'on fait. Nous, on préfère passer beaucoup plus de temps dans l'étape 2, parce qu'une fois qu'on a mesuré, on n'a encore rien fait. On n'a pas changé votre cerveau, on n'a pas aidé à se changer, à se mieux s'autoréguler. Après, on passe dans l'entraînement ou la stimulation, donc le neurofeedback, les entraînements cognitifs ou autres, en fonction de plus d'autres activités. Naturellement, nous travaillons aussi avec d'autres professionnels de santé ensemble. Voilà. C'est là où la neuroplasticité, donc c'est le cerveau qui arrive à se changer, il s'adapte en fonction de ce qu'on lui fait faire. Et pendant une séance, pour vous donner un ordre d'idée, le cerveau reçoit, je pense, entre 500 et 1000 feedbacks. Donc, c'est énorme comme apprentissage ce qu'il fait. Et d'ailleurs, une des règles, les gens le sous-estiment, mais normalement, au bout de quelques séances, on ne le sous-estime plus. On leur dit, ne sous-estimez pas les effets de l'entraînement. C'est-à-dire, il faut que vous veniez, que vous ayez bu de l'eau, il faut que vous ayez mangé avant. C'est une très mauvaise idée de venir le ventre vide et de venir faire un entraînement. Je vous garantis que vous aurez plus de chances d'avoir des effets secondaires et surtout, vous serez fatigué pour la journée. Donc, vraiment, voilà, manger. Et considérez-le comme une séance de sport à haute intensité avec un coach qui ne vous lâche pas pendant 1 heure. Pour donner une comparaison. Après, voilà, une fois que vous avez fait le nombre de séances, quand vous vous engagez à faire, voilà, dans le processus d'entraînement et stimulation, ce qui est important de dire, c'est que c'est un programme qu'on fait. On demande un engagement sur 10 séances, si vous venez au cabinet, parce que au début, on va plutôt faire des choses qui sont stabilisantes, puis on va faire des choses en fait un peu plus spécifiques et qui peuvent voilà, amener des changements. Et puis à la fin, de nouveau, on fait quelque chose de plus stabilisant de nouveau. Donc on veut pas que quelqu'un commence, fasse 3-4 séances, puis fasse 6 mois de pause, et puis revienne 3 mois après. C'est pas la bonne façon de faire. En fait, chaque séance construit sur les résultats de l'autre, et on se sert, nous, de chaque fois de comme Nadia vous a montré tout à l'heure, la personne est entrée comme ça, elle sort comme ça, et on se base sur ça. Et chaque entraînement est vraiment, c'est avec des valeurs personnalisées. C'est pas comme le neurofeedback tel qu'il était fait il y a 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire où vous avez un symptôme, on vous applique un protocole et tout le monde a le même. Donc vous avez, je sais pas, pour dépression, il y a tel protocole, pour l'anxiété, il y a tel protocole. Non, chez nous, c'est pas le cas. Nous, on entraîne des structures profondes et les réseaux. Ce que nous, on veut, le but de le neurofeedback et de la neurostimulation, c'est de remettre en marche la capacité d'autorégulation du cerveau. Voilà. Puis arrive à la fin, on fait de nouveau une comparaison entre l'enregistrement initial, qu'est-ce qui a changé, et vous repassez les tests cognitifs, et on va voir qu'est-ce qui s'est amélioré. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum de bénéfices, vous les aurez à peu près 6 mois quand vous aurez arrêté le traitement. Parce que le cerveau est encore en train de se changer. Ce n'est pas au moment où vous sortez que c'est fini. Il construit encore les changements. Voilà. Après, on a des clients qui reviennent de temps en temps parce qu'ils disent « je fais bien l'entretien de ma voiture, de mon frigo, pourquoi je ne ferai pas l'entretien de mon cerveau ?» C'est pas une mauvaise idée, effectivement. C'est quand même la chose qui est l'organe le plus intéressant et le plus important qu'on ait. Mais à ce moment-là, vous avez plus besoin de faire 10 séances. Parfois, 1, 2, 3 séances, ça suffit pour faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Sauf dans les cas de démence, Parkinson et autres. Là, malheureusement, on arrive à ralentir des effets, mais on n'arrive pas à guérir. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans, c'est juste un déclin suite à un mauvais passage ou une chute de votre bonne hygiène de vie, voilà, le cerveau va se réparer lui-même. Alors, si jamais il y a des gens qui s'intéressent, et j'espère bien, parce que vous êtes quand même assez nombreux à nous suivre jusque-là, on a une offre spéciale pour les gens qui ont participé. Donc, les 2 rendez-vous, donc le premier rendez-vous pour enregistrer léger, discuter, prendre connaissance de vos antécédents médicaux, etc., etc. Les tests cognitifs à la maison, plus un rendez-vous d'1 heure
d'une restitution où on met ensemble ce que vous nous avez dit, ce que nous on voit, et voilà. Et il faut que là on soit d'accord sur comment faire. Ben non, normalement c'est 300 € pour cela. Nous on vous propose avec le code ZUQDUO6Y. On devrait le faire plus court. Mais vous pouvez, par exemple, il y a une petite barre qui vient de s'afficher en haut. Réservez votre premier rendez-vous. Si vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur notre site internet de booking. Donc, vous pouvez réserver, choisir l'horaire qui vous convient et payer aussi. Et si vous donc rentrez ce code bizarre, vous aurez une réduction de 100 € pour vous récompenser de votre assiduité. Voilà. Peut-être, voilà, pour les gens que ça intéresse, je pense que c'est un ouvrage à mettre entre toutes les mains, même si le déclin cognitif ne vous intéresse pas. Il a été traduit, je ne sais pas, dans une quinzaine de langues. Merci. C'est le livre de Dale Bredesen sur la fin d'Alzheimer. Le titre est plutôt racoleur, mais son programme est très efficace. Malheureusement, je ne connais pas de praticien, de médecin vraiment qui s'est formé par rapport à ça. Si vous en connaissez, je suis preneur. Je connais que des gens en Belgique ou en Allemagne et en Angleterre qui s'y connaissent. Ils combinent en fait de l'analyse génétique avec un changement de nutrition, des exercices et tout. C'est assez complet, mais ça vous donne aussi des bonnes pistes sur qu'est-ce qu'il faut adopter pour votre cerveau pour qu'il vieillisse bien. Voilà. Ça, c'est le livre, en tout cas, recommandé. Des questions. Alors, je suis abasourdi. Il y a toujours des gens en ligne, mais on n'a pas eu de questions. Est-ce qu'on était tellement clair? Est-ce qu'on les a endormis? Est-ce que, je ne sais pas. Ils sont timides. Ils sont timides, c'est ça? Vous avez le chat en bas, peut-être que certains n'ont pas réussi à le ils ont oublié. Le chat en bas, voilà. N'ayez pas peur de poser de questions, il n'y a pas de questions bêtes. Souvent, quand vous posez une question, il y a 5-6 personnes qui n'osent pas la poser, que vous rendez service pour leur donner la réponse. Après, si vous êtes timide, vous pouvez nous écrire par mail. Hein. Voilà, j'ai mis l'adresse email un petit peu plus haut. C'est plus facile de nous contacter par mail que par téléphone, parce que forcément, quand on est en séance avec les patients, on décroche pas le téléphone. Et vu qu'on est pris de 8h jusqu'à presque 19h, en général, le téléphone, c'est pas possible. Voilà. Après, si vous avez besoin d'autres questions, d'autres éclaircissements, on a aussi possibilité de faire ce qu'on appelle les téléconsultations gratuites pour prendre rendez-vous sur notre site. C'est un appel téléphonique gratuit. Voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez, on y répond sans problème, ou par mail, même par Facebook, la messagerie, on reçoit souvent des questions. Pour l'instant, sur Facebook, j'ai rien. Mais il y a une question de Carole qui arrive et qui est très d'actualité. Par rapport au Covid, on a une certaine forme de déclin. En tout cas, pour elle, est-ce que ça l'aide à récupérer plus vite? Oui. Ah oui. Là, on a... oui, le Covid est un sujet très large, mais ce qui est très clair, il y a quelques études qui sont sorties, il y a différentes formes de Covid, mais on a quelques clients qui ont eu le Covid et qui ont, suite à ça, qui sont venus nous voir et parce qu'ils n'étaient plus à même d'affronter les challenges quotidiens de la vie. Le neurofeedback est effectivement, et la neurostimulation est un moyen de se remettre en forme. C'est comparable par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, les effets de la chimiothérapie en cas de cancer, parce que c'est des produits très toxiques, très agressifs. Le Covid attaque aussi le cerveau et les gens se plaignent souvent de problèmes de sommeil, de problèmes de concentration, de problèmes de mémoire. Voilà. Si on est encore en train d'accumuler en fait certaines données par rapport justement à ce que ça fait, mais certaines études sont sorties, on en attend un peu plus et on pourra peut-être faire un spécial Covid un jour, mais bon, c'est un peu risqué, voilà, parce que Covid n'est pas Covid, voilà, c'est très, voilà. Moi, ce que nous on voit
principalement chez les personnes, c'est que, en fait, on peut dire autrement. Le cerveau, il est là, c'est une machine à réduire l'incertitude. Or, actuellement, l'humanité vit la plus grande période d'incertitude qu'elle a jamais connue ensemble. C'est le plus grand test psychologique qui a jamais été mené en termes d'incertitude. Et je pense que ceux qui souffrent le plus, mais ça c'est mon avis, c'est pas les études, ça c'est mon avis. Je pense que ceux qui souffrent le plus, c'est les jeunes, c'est pas les personnes âgées, parce que les jeunes, leur cerveau est en train de se former. Et actuellement, ça fait 1 an que moi, je ne veux pas avoir 20 ans en ce moment. Voilà. Les expériences sociales, on a besoin pour vivre, pour grandir, etc. Il y a une autre question de Jean-Denis. Pouvez-vous aider quelqu'un qui a la Parkinson? Parkinson, c'est plutôt lié à la dopamine. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a encore hier une étude sûrement bien faite qui a montré que voilà, on arrive après une séance de neurofeedback, le taux de dopamine a augmenté dans le cerveau. Est-ce qu'on peut aider? Oui. Est-ce qu'on peut guérir? Non. On peut ralentir et diminuer les effets. Là où le neurofeedback et la neurostimulation vont surtout être très efficaces, c'est tout ce qui est les effets, les dommages collatéraux, c'est-à-dire les comorbidités, c'est-à-dire tout ce qui accompagne Parkinson, démence ou Alzheimer, c'est qu'on trouve la personne qui commence à se rendre compte que ses capacités baissent, qu'elle n'arrive plus à faire les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une anxiété qui va monter, parce qu'elle va avoir peur de se retrouver dans des situations où elle n'est plus capable de faire face. Si l'anxiété dure, ça va déboucher dans des situations d'évitement, c'est-à-dire qu'elle aura plutôt tendance à aller dans la dépression ou la tristesse, parce que voilà, elle croit que c'est irrémédiable et que c'est comme ça et ça déclenche plutôt de la tristesse. Et ce qui empire naturellement l'envie de prendre soin de soi, etc. L'entourage souffre, etc., etc. Donc, oui, on peut aider les gens, on ne peut pas guérir, il faut être réaliste. Et certainement dans des cas, on va dire, maladies neurodégénérationnelles, je pense que là, il faut se dire, je vais peut-être devoir acheter un appareil de photobiomodulation pour en avoir un à la maison et faire ça. La personne qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est quelqu'un, quand il est arrivé la première fois au centre, il était dans pas un bon état. Il y a 1 an et demi, il a quand même fait encore voilà, des vacances avec voilà, des vacances très actives, du ski, etc. et autres. Donc, je pense que oui, on peut augmenter la qualité de vie. On ne peut pas soigner. Voilà, on ne peut pas guérir. Alors, une question super intéressante, le gold standard. Si quelqu'un vit dans un stress permanent, perd le sommeil, je comprends qu'il y aura une petite réparation grâce aux neurotechnologies. Mais il faut aussi régler la cause du stress, sinon il devient votre abonné. Mais c'est magnifique comme question. Magnifique, merci. Merci Cornelia, puisque c'est un peu je dirais pas notre cheval de bataille, mais notre façon de voir les choses, et c'est ce qu'on explique aux gens. C'est une béquille. On parle de béquille. Hein. François, je te laisse répondre, mais c'est notre façon de voir les choses. C'est notre credo. C'est notre credo, et c'est pour ça que la brain map, cette première étape d'analyse, est super intéressante, puisque certaines personnes vont seulement là réaliser à quel point elles tirent sur leur batterie, elles surconsomment leur énergie, elles vont trop loin et que ce n'est pas durable. Le mot qu'on utilise beaucoup, c'est le durable. La vie n'est pas un sprint. Il ne s'agit pas d'être à 200% pendant une semaine. Il s'agit d'être au bon niveau de performance à tout moment, c'est-à-dire savoir moduler, savoir adapter. Et effectivement, si vous avez soit un environnement toxique, un chef toxique, un pervers narcissique comme conjoint, du mobbing au travail, je ne sais pas, une très très mauvaise hygiène de vie, vous buvez tous les jours 3 litres de vodka, c'est sûr que le neurofeedback et la neurotechnologie ne peuvent pas compenser ça. Par contre, ce que nous on constate, et régulièrement, presque chez toutes les personnes, c'est que les effets des séances et ce que nous on propose et comment nous on le fait vont reconnecter le corps et l'esprit et vous allez sentir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Et c'est bizarre le nombre de gens qui se mettent
à faire du sport, à réduire leur consommation de sucre, à prendre soin de leur sommeil, euh, parce que à ce moment-là, ça devient naturel. Il faut quand même être dans un état, on va dire, de stress. Si vous êtes dans un état de stress prolongé, euh, c'est-à-dire que votre cerveau, il est là, il est ultra, le côté mental, rumination, il est super développé. Le côté proprioception, c'est-à-dire la réception de ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez, ben, il est sous-développé. Et quand on fait des séances, ben, ça va se reconnecter. Et vous allez d'un coup sentir qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous allez sentir la fatigue. Vous allez sentir, j'ai soif, j'ai faim. Voilà, les choses qui avant, ben, vous passiez outre parce que fallait travailler, fallait. Ben, après, peut-être que votre corps ne vous permettra plus de le faire. Oui, Voilà, j'espère c'est que ça. j'ai fait un peu le tour. Oui, non, c'est bien, ça va permettre le changement, hein. Tu parlais avant de conjoints toxiques, etc. C'est aussi ces changements-là et cette reconnexion qui va se faire, ça va vous redonner la force de faire ces changements. Peut-être que vous n'aviez pas avant cette force. Et aussi, c'est une chose par rapport à l'anxiété que je voulais parler, parce que toi, tu parles pour ton expérience de troubles de l'attention. Moi, étant une personne anxieuse, voilà, je peux parler pour ça. On n'a pas la je peux pas dire normal parce que mais on n'analyse pas les choses de la meilleure façon quand on est anxieux. Tout ce qu'on va analyser va être déformé ou modifié, ou les liens qu'on va faire dans notre tête sont complètement différents pour une personne anxieuse et on réfléchit pas du tout de la bonne manière, et c'est ce qui peut des fois faire des mauvais choix ou bien nous bloquer pour faire un choix. Enfin, il y a plein de conséquences comme ça de l'anxiété qui vont nous amener vers ce mal-être-là. Et quand on reconnecte tout ça et qu'on prend conscience justement qu'on sent le stress, etc., chose qui est mon cas maintenant, je sens actuellement si je suis stressée, si je suis zen, si je suis fatiguée, chose qui n'était pas le cas avant et qui peut être dangereux par rapport au burn-out notamment. Si on ne fait pas attention à tous ces signes que notre corps nous envoie. Voilà, moi j'avais l'impression d'être calme alors que j'avais un sacré niveau d'anxiété. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Encore très récemment, quand voilà, si je me fais un EEG sur la tête, je suis un peu plus capable de dire qu'est-ce que je vais retrouver sur cet EEG. Voilà. Et c'est ça, cette connexion qui est très importante et qui permet les changements pour s'attaquer à la cause de pourquoi on est dans cet état-là. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit aparté. Mais je vois qu'il y a d'autres questions, donc on peut. Oui. Alors, il y a Maria qui demande est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Non. Je pense qu'actuellement, même les psychologues ni la psychothérapie ne sont remboursés. Ce n'est pas remboursé comme acte par la sécurité sociale. Au Luxembourg, je dis. En Allemagne, c'est remboursé. Donc, si vous habitez l'Allemagne, là-bas, vous avez deux corps de métier qui font ce que nous on fait. Vous n'allez pas trouver normalement la combinaison comme nous on l'a fait avec la neurostimulation. Vous allez trouver que l'un ou que l'autre. C'est soit des ergothérapeutes, soit des psychothérapeutes qui font ça. Une autre question de Monsieur Piton Hervé. Les dégâts d'une surconsommation d'alcool après sevrage sont-ils réparables? Ah, oui, Hervé. Oui, Hervé. Hervé est un client à nous qui est passé déjà au cabinet. Merci pour la question. Oui, il y a la neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau peut se régénérer, peut refaire des connexions. Par contre, si vraiment il y a des parties, faut savoir que peut-être Nadia peut rajouter quelque chose par rapport à l'alcool. L'alcool, c'est un poison pour notre système nerveux. Ça attaque directement le système nerveux dans tous les sens. Et tout le corps, hein, tout le corps, voilà. L'éthanol va tout doucement détruire à petit feu les cellules, mais de tout le corps. Le foie, les reins. Ça va le ralentir, ça va le relaxer. Sur le moment, quand on boit de l'alcool en général, c'est un sédatif, on se sent plus relax. Par contre, s'il y avait de l'anxiété avant d'avoir consommé de l'alcool, et ben, au moment où l'alcool arrête d'agir, et ben, l'anxiété est démultipliée en fait. Hein, donc, on se sent encore plus anxieux. Donc, on va avoir tendance à encore plus consommer peut-être le lendemain pour pouvoir continuer, pour pouvoir s'endormir normalement.
sachant que ça supprime totalement le sommeil profond, donc il n'y a pas de réparation, il n'y a pas la maintenance pendant la bonne nuit de sommeil comme François parlait. Enfin, il y a plein de choses que fait l'alcool, on ne va peut-être pas tout lister. En fait, le centre où nous sommes, c'est quand même aussi un centre où il y a deux addictologues. Donc, on a vu pas mal de cerveaux dans cet état-là, malheureusement. Il y a des parties qui sont récupérables, mais ça dépend vraiment de chaque personne et des changements de vie de nouveau. Voilà. La chose où nous, on a beaucoup aidé, c'est que souvent, ces gens-là aussi, quand on sevrage, il y a souvent aussi des prises de médicaments. On va parler de benzodiazépines pour ne pas les nommer, surtout pour faire des sevrages, parce qu'il ne faut pas faire un sevrage d'alcool tout seul, sinon ça devient dangereux. Donc là, il faut se faire accompagner par un spécialiste, un addictologue. Mais ce que les gens nous disent, c'est que les neurotechnologies, le neurofeedback peut aider à réduire la consommation si on est encore en train de consommer. Ça peut aider au moment du sevrage pour moins subir les effets du sevrage et ne pas être dans des états vraiment pas agréables. Secondo, ce qui est vraiment abîmé, et ça met des mois et des mois sinon à se réparer, c'est le sommeil. Le sommeil est vraiment longtemps abîmé, et avec le neurofeedback, là, il y a assez de bases, mais on a assez d'expérience pour savoir qu'on arrive à rétablir souvent, pas toujours, le toujours n'existe pas, la capacité du cerveau à se relaxer. Parce qu'en fait, voilà, au point de vue des ondes, on peut dire, voilà, l'alcool, ça génère de l'alpha. Donc, si vous abreuvez votre cerveau d'ondes alpha, le jour où vous arrêtez l'alcool, ben, il est en manque d'alpha. Donc, c'est un cerveau bleu. Donc, c'est comme réapprendre à marcher. Il faut que votre cerveau réapprenne à produire des ondes alpha. Ça ne se fait pas en 2 séances. Voilà. Mais oui, c'est faisable. Le cerveau est une machine de guerre et de survie, mais il faut en prendre soin. Il ne faut pas attendre qu'il ait épuisé toutes ses ressources, que ce soit pour le stress, pour trop de travail, voilà. Il ne faut pas attendre. Oui. Oui. Alors, voilà. Je pense qu'il y avait le slide avant. Voilà, on arrive bientôt vers la fin. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'en profite pour oui, la question a été posée au début. Le webinaire est enregistré et vous aurez un replay qui vous sera envoyé d'ici quelques jours par email, donc vous pouvez le regarder. On a une prochaine date de conférence où on va parler plutôt de la dépression. Voilà, spécifiquement, c'est quoi dans le cerveau, comment est-ce qu'on le voit, qu'est-ce que ça fait et en quoi est-ce que ça peut aider, quelle est la base scientifique pour dire que oui, ça marche. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire, le neurofeedback, c'est pas nouveau, hein, en fait. Ça a été inventé dans les années 60. Et c'est toujours pour moi incompréhensible pourquoi ce n'est pas plus connu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Est-ce que on a encore... On va juste aider quelqu'un pour la prise de... Normalement, voilà, pour appliquer le code, en fait, il faut d'abord sélectionner son créneau et son horaire. Valider le créneau et l'horaire d'abord, et sur la deuxième étape, pour appliquer le code. Il me semble que c'est appliquer le code, et c'est à ce moment-là, c'est seulement après qu'on ait confirmé le rendez-vous que le code peut s'appliquer sur le prix. Voilà. Oui, en fait, il affiche le prix, et à ce moment où vous mettez le code, le prix va changer en fait, et après vous êtes redirigé pour payer. Mais au tout début, c'est 300 € et il faut appliquer le code ensuite. Voilà, si jamais il y a des soucis, vous avez l'adresse mail ici pour nous contacter. Donc, si vous souhaitez des rendez-vous, donnez-nous toujours nom, prénom, matricule ou date de naissance, voire les deux, et puis une adresse mail, un numéro de téléphone qu'on puisse vous créer et vous recontacter aussi dans notre système. Ça, c'est très important. Voilà. Et si vous aimez ce genre d'informations, sachez qu'on a une page Facebook et une page sur LinkedIn où on diffuse régulièrement des informations, on republie des articles, des nouveautés par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Vous trouverez aussi l'avis d'anciens clients qui sont passés par nous, qui témoignent de comment c'était pour eux. Voilà. Et puis après, on serait ravis de vous voir ou ravis de savoir que vous n'avez pas besoin de notre service. Parce que moi, voilà, c'est au plaisir. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? On est bon? Oui. Oui. Voilà. Plus rien à rajouter? Voilà. Merci pour votre temps de cerveau disponible. Bon, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais merci quand même d'avoir assisté. Et puis, voilà, merci pour les voilà. Et Question très pertinente, comme toujours. voilà, tout à fait. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.